Alors, bonjour à tous, je suis Amina et nos objectifs aujourd'hui, ça va être de comprendre ce que sont que les API REST, d'être en mesure de schématiser leur fonctionnement et puis de les utiliser. Alors pour cela, on va voir au cours des 15 prochaines minutes, voilà, ce que sont que les API de manière générale. On va voir ensuite comment elles sont utilisées, où est-ce qu'on peut les retrouver, à la fois en tant que développeur, mais aussi en tant que simple utilisateur. Et puis on s'intéressera plus particulièrement aux API REST et on essaiera de terminer avec un rapide cas pratique. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'une API? Alors API, c'est l'acronyme de Application Programming Interface pour interface de programmation d'application en français. Alors, c'est pas très concret. Ce qu'il va falloir retenir, c'est le mot-clé interface. Qu'est-ce qu'une interface et qu'est-ce que ça vous suggère? Alors, une interface en informatique, c'est un dispositif qui permet à deux éléments d'un même système de communiquer entre eux. Une API, ça va donc être l'interface par laquelle plusieurs applications qui ne sont pas censées fonctionner ensemble peuvent interagir entre elles. Pour établir cette communication, on va avoir besoin d'un client et d'un serveur. Ce client, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un site web, ça peut être un logiciel, ça peut être un smartphone éventuellement. En tout cas, son rôle, ça va être de proposer un service à un utilisateur. Et pour lui fournir ce service, il va avoir besoin de données. Il va alors envoyer une demande que l'on appelle requête au serveur. Et pour répondre à cette requête, le serveur, il va exécuter le programme de l'API. Pour cela, il va extraire et collecter des données de différentes sources, comme des bases de données. C'est ce que vous verrez le plus souvent avec les API. Il va ensuite standardiser le format de ces différentes données pour les rendre compatibles avec le client. Alors, en préparant cette conférence, moi, j'ai souvent retrouvé une analogie que je trouve très intéressante, une analogie au monde réel. On peut comparer, pour comprendre, l'appel à une API à une commande dans un restaurant. Vous êtes le client et vous souhaitez commander une pizza. Vous n'allez pas directement aller dans la cuisine, pétrir votre pâte, chercher la sauce tomate, le fromage, la mettre au four et ensuite vous la poser sur votre table. Non. Et c'est pas non plus le cuisinier qui va vous l'apporter directement. Vous allez passer commande auprès du serveur qui va la retranscrire au chef. Et c'est ensuite lui qui va vous apporter le résultat de votre demande, votre pizza. Alors, l'API, on comprend qu'elle crée un langage universel pour faire communiquer un client et un serveur. Une application web, elle a donc la possibilité de faire appel à une API pour proposer des services à ses utilisateurs éventuellement, mais surtout sans avoir à les développer. Lorsque je vais sur le site de ma station de ski préférée, j'ai la possibilité de voir les prévisions météo. On retrouve ce type de service sur beaucoup d'autres applications. Donc, c'est un service que l'application propose. Qu'on soit clair, ce ne sont pas les développeurs du site ou le personnel de la station qui enregistrent les températures chaque jour. Le site fait appel à une API spécialisée en données météorologiques. Et pour afficher ces informations, elle va envoyer une requête et les données vont lui être retournées. Vous-même, en tant qu'utilisateur, vous faites appel à des API quotidiennement. Lorsque vous vous connectez au site Deliveroo via votre compte Gmail, eh bien, vous utilisez l'API Google. Lorsque vous souhaitez afficher le titre de la musique qui passe sur votre Snap, vous utilisez l'API Shazam. Et lorsque vous demandez à votre Google Home de jouer votre playlist préférée, vous utilisez l'API Spotify. Donc là, les API que je viens de vous citer et qui sont des exemples, elles sont dites publiques parce qu'elles peuvent être utilisées par tout développeur ou tiers. Elles sont souvent gratuites jusqu'à un nombre limité de requêtes, attention, puisqu'elles deviennent payantes au-delà. Et puis les API, elles ne sont pas toutes publiques. Elles peuvent rester internes à une entreprise, par exemple. Ça dépend de la manière dont elle est paramétrée, configurée. Et pourquoi? Parce que ce ne sont pas des données qui ont vocation à être partagées avec d'autres publics. Alors, on peut rencontrer différents formats d'API, tels que
SOAP, on dit les API SOAP. On a également GraphQL qui a été récemment créé par Facebook et qui monte en puissance. Mais on va s'intéresser aujourd'hui aux API dites REST. Alors, l'architecture REST, pour Representation State Transfer, c'est l'approche la plus populaire pour construire des API. Pourquoi ? Parce que l'architecture REST, elle est basée sur le HTTP. HTTP pour Hypertext Transfer Protocol. C'est quoi ? C'est un protocole en fait de référence qui définit les communications sur le web. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Pour qu'une application elle soit qualifiée REST, il faut qu'elle réponde à certains critères, dont voici les plus concrets. Les échanges doivent être réalisés à partir de requêtes HTTP. Le serveur reçoit une demande et renvoie une réponse. Ensuite, l'API doit pouvoir identifier chaque ressource, chaque donnée de manière spécifique. On va alors utiliser des URI pour identifiant de ressources uniformes dont le format est très encadré. On va prendre l'exemple d'un site qui vend des livres. Si vous souhaitez obtenir la liste des livres en vente, votre requête indiquera l'URI /books, toujours en anglais et au pluriel. Si vous souhaitez accéder à la fiche d'un seul livre en particulier, l'URI sera /books/ l'ID du livre en question dans la base de données. Et si vous souhaitez lire les commentaires de ce livre, il faudra utiliser l'URI /books/ 123, donc pour l'ID, /comments. On peut aussi ajouter des paramètres pour personnaliser notre requête, donc des filtres, des tris, et dans ce cas, on va utiliser des query strings à la suite de l'URI. Donc là, on le voit, on va commencer par un point d'interrogation. Alors maintenant qu'on sait comment accéder aux ressources, il faut savoir comment agir dessus. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait ? Est-ce qu'on veut récupérer simplement une donnée, la modifier, la supprimer ou en créer une nouvelle ? Alors pour cela, les requêtes vont être envoyées en utilisant des verbes HTTP qu'on appelle également méthodes. Parmi ces verbes, on a la méthode POST qui permet de créer une nouvelle ressource, create en anglais. On va retrouver également la méthode GET qui va permettre de lire des données, read. On va avoir la méthode PUT avec laquelle on va pouvoir modifier, mettre à jour une ressource, update. Et enfin, on a la méthode delete qui va nous permettre de supprimer cette ressource. On parle alors de CRUD pour create, read, update, delete. Ce sont les actions qu'on va pouvoir réaliser sur une ressource. Il en existe d'autres, mais ces méthodes sont les plus couramment utilisées. Ensuite, une fois la requête qui est envoyée par le client, le serveur va y répondre en envoyant une réponse qui doit être dans un format exploitable par le client, compréhensible par le client. Il ne renvoie pas la réponse elle-même, il va la renvoyer sous un format compatible, le plus souvent sous un format JSON, mais on n'a pas que le JSON, on a le format CSV, le format XML, etc. Ce sera à vous, développeurs, de configurer le type de données renvoyées. Mais le plus souvent, vous allez retrouver le format JSON renvoyé au client. Après, il arrive que l'API n'arrive pas à répondre correctement à la requête. Alors, c'est la raison pour laquelle la réponse, elle doit comporter ce que l'on appelle un code HTTP, également appelé code statut. C'est ce code qui permet de savoir si la requête se réalise correctement, et cette fois-ci avec un code statut 200. On a un code statut 201 si on procède à une création de ressources. On peut avoir un code 301 si on est redirigé vers une autre page. Le code 404 si la ressource demandée n'est pas trouvée. Et on a également le code erreur 500. Dans ce cas-là, ça signifie qu'on a une anomalie côté serveur. Alors, il en existe beaucoup d'autres. Je vous invite à aller voir la documentation sur le sujet et ça vous apporte beaucoup plus de détails sur la donnée renvoyée. Alors, on a beaucoup parlé théorie. Je vous propose de pratiquer un petit peu. Et pour cela, on va utiliser l'outil Postman. Alors, Postman va nous permettre de réaliser des requêtes sur des API et d'analyser la réponse reçue.
Il y a d'autres outils de ce type. On a Swagger, par exemple, ou alors Apigee, que personnellement, je n'utilise pas. Donc, je ne pourrais pas vous donner d'infos dessus. Pourquoi? Parce que Postman répond, on a également Assertib, pardon. Postman répond complètement à mes besoins. Donc, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser d'autres outils de ce type. Mais n'hésitez pas à les tester et à me partager votre avis éventuellement. Alors, on va maintenant utiliser Postman et je vous ai préparé quelques requêtes qu'on va regarder ensemble. Donc, on a la première requête qui va nous permettre de récupérer un ensemble de données. Si on regarde au niveau de l'URI, on a /API/users avec la méthode get. On va comprendre qu'on va vouloir récupérer une liste d'utilisateurs. Et on a la réponse qui nous est renvoyée juste en dessous. Donc, on voit qu'on a plusieurs objets qui représentent pour chacun un utilisateur de notre base de données. Si on souhaite récupérer un utilisateur en particulier, on va utiliser l'URI/users/son ID. Donc, nous, on va le modifier. On va chercher l'ID 3 qui se situe dans notre base de données. Et on a notre unique utilisateur avec l'ID 3 qui nous est retourné. Donc là, pour l'instant, on est toujours avec l'ID, avec la méthode get. Si on souhaite créer un utilisateur, on va ajouter les données de cet utilisateur dans notre objet, dans le body de notre réponse. On indique les éléments qui vont être nécessaires à la création. On va indiquer l'URI APIs, donc /users avec la méthode post. Et on a bien comme message renvoyé created avec un code statut 201, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc là, on va pouvoir regarder, vérifier dans notre liste des utilisateurs en renvoyant notre requête si la création a bien été prise en compte, et c'est bien le cas avec notre ID 16. On a notre nouvel utilisateur qui est bien inscrit dans la base de données. Pour ceux qui ont remarqué, effectivement, il y avait une erreur au niveau de GraphiCart. Donc, on n'écrit pas avec PH, mais bien avec un F. Donc, on va vouloir faire une modification sur ce user. On rajoute l'ID dans l'URI avec la méthode put. On a comme code statut un statut 204 qui nous est renvoyé. Et si on rappelle cet ID uniquement, on voit bien dans la réponse que notre modification a été prise en compte. C'est parfait. Mais une erreur coûte cher. Donc, ce que l'on va faire, on va vouloir supprimer cet utilisateur qui est déçu de ce service, de cette erreur. On va utiliser alors l'URI avec l'ID, avec la méthode delete, envoyer cette requête. On n'a pas de retour, étant donné que c'est une action qui a été faite. Mais si on recherche maintenant l'utilisateur avec l'ID 16, on voit qu'il n'est pas retrouvé et qu'on a un code statut 404 qui nous est retourné. Voilà pour cette présentation des API REST, qui reste une introduction puisqu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et en tout cas, je tiens à vous remercier pour votre attention et bien sûr remercier Lior Shamlar et le jury pour cette opportunité. Merci à vous.